Merci, monsieur. Allô. Merci, monsieur le ministre. Je suis Anderson Kyo du quotidien L'Expression. Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'hier, vous avez eu une rencontre avec la CGC. Alors, on voudrait savoir ce dont vous avez parlé. Parce que récemment, le président de la CGC, M. Jean Kakou-Diago, lors de la présentation de l'annexe fiscale 2016, avait dit que le secteur privé n'a pas été associé et que l'annexe fiscale 2016 n'est pas consensuelle. Alors, on voudrait savoir comment est-ce que l'annexe fiscale s'élabore et qu'est-ce qui aurait expliqué leur exclusion de l'annexe fiscale 2016. Et il a également dit, la deuxième préoccupation, que le secteur privé avait élaboré un document qui avait été remis au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan depuis 7 mois. Et ce document-là relatait, eux, leur vision de l'annexe fiscale, on va dire, de la fiscalité, l'imposition, et que ce document, jusque-là, ne semble pas bouger. Donc, où le document en est, et voilà. Merci, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Baudelaire Mieux de l'agence Bloomberg et du magazine Jeune Afrique. Monsieur le ministre, cette année, dans l'élaboration du budget, je n'ai pas entendu ou bien je n'ai pas eu écho du fait que la Côte d'Ivoire va solliciter les marchés internationaux, c'est-à-dire l'émission d'un eurobond. Si vous le confirmez, est-ce parce que aujourd'hui les taux des différentes devises sont élevés, surtout avec le Fed américain et par la Réserve fédérale qui a augmenté ses taux de 0,25% en décembre dernier? Est-ce cette raison qui amène le gouvernement, dans le cas où confirmez la non-sollicitation du marché international, à ne pas faire de rebond? Mais paradoxalement, le gouvernement va solliciter environ 60% des 23 000 milliards du PND au niveau extérieur, puisqu'une rencontre des bailleurs est prévue au cours de l'année. Et je terminerai sur les déficits budgétaires. Dans ce domaine, on constate que malgré les efforts, oui, la deuxième question, on constate que malgré les efforts du gouvernement, la Côte d'Ivoire ne parvient toujours pas à s'insérer dans la convergence des indicateurs économiques. Je vais parler par exemple du déficit budgétaire ou au niveau sous-régional, l'UEMOA. Et je tiens les chiffres de la BCAO qui avait fait un rapport lors de la deuxième session sur le programme macroéconomique de la Côte d'Ivoire 2016-2017, qui disait que la Côte d'Ivoire en 2015 avait un déficit budgétaire de 3,6 et qu'en 2016, la projection est autour de 3,3. Je voudrais savoir à quel moment la Côte d'Ivoire pourra parvenir à respecter les normes de la convergence. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le ministre. Bonne année. Félicitations pour votre reconduction respective. Monsieur le ministre, j'ai deux petites questions d'actualité. Je suis enfant de producteur de cacao. Quand on dit que le cacao de mon père va à l'extérieur, ça me chagrine un peu. Et ça fait perdre beaucoup d'argent à la douane. Est-ce qu'au niveau de l'Ouest, je m'appelle Bamba Mafungwe, je suis du journal Le Temps. Le Temps, voilà. Donc ma question a été déjà posée. Qu'est-ce que vous faites au niveau de l'Ouest surtout pour équiper les douanes ivoiriennes, parce qu'il nous revient que des autorités judiciaires les menacent. Et ça, je dis que c'est suffisamment grave. De deux, je vais parler du secteur énergétique. On nous dit que la Pétrosie et la CIR ne se porteraient pas bien. Vous qui gérez le portefeuille de l'État, qu'est-ce qu'il en est exactement? La dernière question, c'est au niveau du remboursement de... Voilà, bon. Ok, merci.
Nous allons passer des papiers. Ceux qui veulent poser des questions peuvent déjà commencer à s'enregistrer. Le temps que M. le ministre réponde à ces questions, on reviendra à vous. Je remercie pour ces questions très pertinentes. Donc, nous avons eu une séance de travail avec le président de la CGC, pas uniquement lui, mais la plupart des centrales professionnelles pour échanger de façon globale sur l'économie. Et lors de cette rencontre, nous avons bien entendu abordé les questions liées à l'annexe fiscale et les questions liées aussi à la réforme fiscale. Il faut indiquer qu'un projet, un rapport a été remis au gouvernement qui présente les propositions du secteur privé en matière de fiscalité en Côte d'Ivoire. Mais cela ne veut pas dire que cela doit être appliqué systématiquement. C'est une proposition et un projet qui a été soumis. Nous avons échangé sur ce projet qui a fait l'objet d'analyses. Et nous avons convenu ensemble, donc hier nous avons convenu ensemble de deux principales choses. La première, c'est de mettre en place un groupe de travail pour échanger sur le document, qui rentrera dans les détails techniques, de sorte à pouvoir dire cette mesure-là, oui, elle est possible, mais il faut éventuellement la reformuler ou changer tel ou tel aspect. Parce qu'une chose, c'est de proposer, l'autre, c'est l'implémentation. Et il y a des mesures qui ont été proposées qui pourraient ne pas être retenues par le gouvernement. Donc c'est un échange que nous devons avoir. Donc le projet a été envoyé, nous devons maintenant nous rencontrer et nous avons convenu de la mise en place de ce groupe de travail pour échanger dans le contenu sur les différentes mesures qui ont été proposées. Il faut noter qu'il y a 73 mesures qui ont été proposées par la Commission de recettes, par la Commission de réforme fiscale et envoyées par la CGC. Donc nous avons convenu de ce point-là. Ça, c'était la première décision qui a été prise lors de cette rencontre. La deuxième a été de nous accorder pour nous rencontrer une fois par trimestre. Donc déjà, le groupe de travail travaillera sur le document et une rencontre est prévue en mars pour faire le point. Mais nous souhaitons systématiser cela, de sorte à ce qu'il y ait entre l'administration fiscale, donc douane, impôts, ministère du budget, et le secteur privé pour échanger une fois par trimestre sur les problèmes éventuels et les améliorations qui peuvent être apportées. Nous avons parlé d'autres choses hier. Nous avons aussi parlé des questions même de contrôle et d'élargissement de l'assiette avec la CGC. Des points sur lesquels nous nous retrouvons tous. Et à ce niveau, cela fera partie des discussions qui auront lieu au cours des groupes techniques. Concernant l'annexe fiscale, il faut dire que dans l'annexe fiscale, au moins 5 dispositions qui avaient été proposées par la CGC et par le secteur privé étaient déjà dans le rapport de la Commission de réforme fiscale. Donc, l'annexe fiscale a déjà pris en compte certaines des dispositions qu'il souhaitait voir prendre en compte. Cela a déjà été pris en compte. Il y avait 8 mesures qui étaient déjà implémentées, qui avaient déjà été implémentées au cours de l'année 2015. Parce que vous comprenez aussi qu'au niveau de l'État, nous essayons d'écouter ce que le secteur privé dit et de le mettre en œuvre. Donc, certaines mesures qui avaient déjà été proposées avaient déjà été réalisées ou étaient en train d'être mises en œuvre. Vous voyez, la TVA, par exemple, elle figure dans le rapport de la Commission de la réforme fiscale, mais le problème a déjà été réglé au cours de l'année 2015. Donc, nous avons échangé sur ces points-là et nous avons convenu de nous rencontrer pour aller de l'avant. Mais l'annexe fiscale est faite avec le secteur privé et nous tenons compte de leurs préoccupations dans la préparation et la finalisation du document. Concernant la question de M. Baudelaire-Mieux, l'eurobond. Aujourd'hui, nous savons que nous allons émettre, et cela est prévu dans le budget, qu'il y a des émissions qui sont prévues. Mais chaque année, nous nous posons la question à savoir quelle est la stratégie. Le ministre de l'économie et des finances est présent, la question de la stratégie est posée. Allons-nous sur le marché régional uniquement ou allons-nous sur le marché régional et le marché international? La décision n'a pas encore été finalement prise. Le ministre de l'économie regarde le sujet et nous allons prendre une décision définitive pour décider de ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aller faire un eurobond? Est-ce qu'il faut aller sur le marché régional uniquement? Cela va être arrêté. Mais il faut dire que
au cours des 3 dernières années, des 2 dernières années, nous n'avons pas sollicité autant que cela le marché régional. Parce que nous sommes allés sur l'eurobond pour 750 millions de dollars, ensuite pour 1 milliard de dollars. Nous n'avons pas beaucoup sollicité le marché régional. Donc nous avons de la marge, mais nous n'avons pas encore arrêté la position définitive. Concernant la question des bailleurs, bien entendu, je pense qu'il est prévu, là je parle sous contrôle de la primature, ici présente, une rencontre avec les bailleurs pour justement discuter du nouveau PMD et voir les ressources que nous pouvons mobiliser. Donc cela est prévu. Cela est prévu et cette rencontre permettra de faire le point. Mais nous pensons que la Côte d'Ivoire a le potentiel pour mobiliser énormément de ressources parce que beaucoup a été fait et avec les conditions favorables que nous voyons aujourd'hui, vous savez que le rating, donc la notation de la Côte d'Ivoire a été améliorée à la fois par Moody's et par Fitch. Nous avons aujourd'hui la même notation qu'un pays comme le Nigeria. Nous avons la même notation que la Tunisie. Donc aujourd'hui, les efforts faits par le gouvernement sont positivement appréciés. Et cela devrait nous permettre de pouvoir mobiliser les ressources suffisantes pour le financement de notre économie. Le déficit budgétaire. En 2014, nous étions en dessous de 3%. Donc nous avons déjà respecté la question de la convergence. Ce n'est pas comme si nous ne l'avons jamais respecté. Nous l'avons déjà respecté. En 2014, nous étions à 2,2-2,3% de déficit. 2015, nous sommes environ à 3,5-3,6%. Nous en avons échangé et discuté longuement avec le Fonds monétaire. Et si vous regardez 2016, nous allons plus bas. Parce que nous sommes dans la logique de réduire graduellement le déficit pour revenir vers les 3%. Mais regardez les autres pays de la sous-région. Nous sommes l'un des rares pays à dépenser autant en dépenses d'investissement et avoir un déficit budgétaire qui soit aussi bas. Le Ghana est quasiment à 2 chiffres, le déficit budgétaire. Le Sénégal est environ à 6%. Vous prenez les pays européens, le déficit n'est pas ce qu'il est. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vraiment l'un des pays avec les indicateurs macroéconomiques les plus solides, que ce soit ici comme à l'étranger. Concernant la préoccupation posée par M. Bamba du temps, il faut dire que sur le cacao, le Premier ministre a convoqué une réunion spécifique la semaine dernière sur la question de la fuite du cacao par les frontières, de sorte à ce qu'on puisse trouver une solution d'ensemble. Et à cette réunion, il n'y avait pas uniquement que la douane. Il y avait aussi le Conseil Café-Cacao, parce que c'est un sujet que nous devons travailler et nous devons régler ensemble. Et le directeur général des douanes est là, il est présent. Cela fait partie des actions fortes que nous allons mener au cours de l'année 2016 et des années à venir. Comme je l'ai indiqué lors de la présentation, il est prévu de réhabiliter les postes frontières. Et le travail sera fait. Il sera fait en collaboration avec le Conseil Café-Cacao, sous la coordination de la primature, pour qu'on puisse effectivement régler cette question définitivement. Dans le secteur de l'énergie, nul n'est censé ignorer le fait que les prix du pétrole ont beaucoup baissé au cours des derniers mois. Et vous l'avez même senti sur les prix à la pompe, qui ont aussi baissé au cours des derniers mois. Donc oui, les prix du pétrole ont baissé. Mais aujourd'hui, le ministre du Pétrole et de l'Énergie est là. Nous travaillons sur ces questions-là et nous pensons que ces deux entités vont bien se porter. En ce qui concerne la CIR, nous avons même commandité une étude qui est en cours de réalisation pour revoir le système d'optimisation et arrêter les bonnes mesures à prendre pour la rendre profitable. Donc les travaux sont en cours, nous ne faisons aucun doute sur la viabilité de ces deux structures. Je vous remercie. Monsieur Bamba. Monsieur Bamba. Si le cacao sort par cette frontière-là, cela veut dire qu'il ne paye pas nécessairement le DUS, le droit unique de sortie. Cela veut dire qu'il y a potentiellement des pertes de recettes. Et c'est en cela que je vois le potentiel même fiscal de la Côte d'Ivoire, en nous disant qu'il est possible de collecter plus de recettes que les recettes que nous avons arrêtées. Si nous arrivons aujourd'hui à sécuriser l'ensemble de ces frontières-là, j'ai indiqué que nous voulons avoir des scanners partout, sur toutes les frontières terrestres. Cela représente un potentiel de recettes fiscales important qui pourrait être collecté par notre État. Donc ce n'est que du positif à venir et qui n'est même pas encore pris en compte dans les recettes que nous avons prévues aujourd'hui.
Monsieur Bamba vient de prendre une avance sur le prochain rendez-vous du gouvernement. Vous n'aurez qu'une seule question à poser. Nous ouvrons ainsi la deuxième série de questions avec Monsieur Olivier Conan de Africa 24, Soir Info et le quotidien d'Abidjan. Soyez bref, succinct. Maximum, sinon... Je n'ai qu'une question. Ok, ça marche. Merci. Monsieur le ministre, ma question va se focaliser sur le prix des carburants en Côte d'Ivoire. Depuis 1 an et demi, on sait que le pétrole a chuté sur le marché international de près de 146 $ à aujourd'hui 28 $. Mais au niveau des Ivoiriens, les prix à la baisse ont été mitigés. Quelle est la structure des prix? Comment expliquer cette ambivalence entre le prix au niveau international et ce que nous payons à la pompe en Côte d'Ivoire? Merci. Soir Info. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Que le CICG m'excuse, j'ai 2 petites préoccupations. Toujours dans le domaine de l'énergie, les factures de l'électricité ont augmenté. Est-ce que cela ne sape pas les efforts de croissance que vise le gouvernement ivoirien? Je vais parler des efforts pour améliorer les conditions de vie des populations. Et aussi, j'aimerais savoir quelle est l'évolution de la réforme de l'impôt général sur les revenus. Merci. Je suis dans les Ouïens, du journal Le Quotidien d'Abidjan. Monsieur le ministre, vous étiez en face de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Une question vous avez été posée, c'était celle de savoir combien rapportent les inscriptions physiques et les inscriptions en ligne au budget de l'État. Vous avez promis aux députés de revenir sur la question. Alors je souhaiterais effectivement savoir combien cela rapporte au budget de l'État. La deuxième préoccupation, Monsieur le ministre, dans votre présentation tout à l'heure, excusez-moi, je regarde mes chiffres. En ce qui concerne les montants alloués au secteur de la santé et des actions sociales, vous avez parlé d'une augmentation de 33%. Donc 433 milliards de francs CFA, soit 7,5% du budget de l'État. Alors, après, vous dites qu'il y a 346,6 milliards de francs CFA pour le secteur de la santé. Alors que, comme je le disais tantôt, vous aviez dit que le montant loué était de 433 milliards de francs CFA. Comment on peut avoir un montant qui soit de 433 milliards de francs CFA et qu'on ait 346,6 milliards de francs CFA consacrés au secteur de la santé? Okay. Merci. Puis si vous permettez juste une petite Non, question. je ne peux... Okay. Merci. Par la question posée par Africa 24 sur les prix du carburant. La première chose déjà, c'est que ce n'est pas linéaire. Le prix du gasoil sur le marché, je ne parle même pas du marché en Côte d'Ivoire, hein, je parle du prix du gasoil sur le marché international, ne baisse pas à la même vitesse que le prix du pétrole. Parce que c'est 2 marchés qui sont complètement différents. Donc vous pouvez avoir une baisse des prix du pétrole et une hausse des prix du gasoil. Donc c'est des marchés qui sont certes corrélés, mais qui ne marchent pas complètement de la même façon. Donc vous ne pouvez pas dire que nous avons une baisse de 50% du prix du pétrole qui doit se traduire par une baisse de 50% du prix du gasoil. Donc nous avons une différence déjà à ce niveau-là. La structure des prix que nous avons ici, elle n'est pas basée sur les prix du pétrole, du baril de Brent ou de WTI, elle est basée sur les prix du gasoil, de l'essence et du super cotés à l'international. Donc c'est ces prix-là que nous suivons. Mais si vous regardez, les prix ont effectivement baissé en Côte d'Ivoire. Allez regarder en France. Quel a été le niveau de la baisse en France par rapport au niveau aussi de baisse? Donc il y a une formule que nous utilisons pour refléter, et cela a été mis en place depuis avril 2013. Monsieur le ministre de l'Énergie est présent. Chaque mois, nous signons un arrêté pour fixer, compte tenu des conditions sur le marché international, les prix sur le marché local. Quand il y a une baisse, la baisse est passée. Quand il y a une hausse,
la hausse s'est passée. Et cela fait partie de la transparence. Parce qu'avant, les prix n'étaient pas corrélés. Vous aviez souvent des baisses sur le marché international et cela n'était pas répercuté à la population. C'est le cas aujourd'hui. Donc voilà l'information que je voulais apporter. Concernant les prix de l'électricité, il faut indiquer que la réforme qui a été mise en place, c'est une question encore pour le ministre de l'Énergie. Je me permets de répondre parce que si je me trompe, Monsieur le ministre pourra toujours me contredire ou apporter plus d'informations. Sur la question de l'électricité, tous les tarifs n'ont pas augmenté. Les tarifs de base pour la population en elle-même n'ont pas connu une augmentation. Et cela faisait partie des instructions du chef de l'État, de voir comment est-ce que nous modulions l'augmentation de sorte à laisser les populations les plus vulnérables en dehors de cette augmentation-là. Et cela faisait partie vraiment des priorités. Aujourd'hui, nous ne regardons pas les choses dans le court terme. Tout est une question d'évolution et de macro dans le long terme. Nous ne pouvions pas laisser les prix aussi bas parce que les prix n'avaient pas connu d'augmentation depuis des années. Et la question même de la soutenabilité du secteur de l'électricité était en question. Donc il fallait apporter des solutions pérennes de sorte à pouvoir avoir un secteur de l'électricité qui se porte bien, pas uniquement en 2015, en 2016, mais dans le futur, en 2016, en 2020, de sorte à pouvoir avoir un secteur qui se développe. Donc l'augmentation des prix était une nécessité, mais cela a été fait en laissant les populations les plus vulnérables intouchées. Et comparer aujourd'hui le système en Côte d'Ivoire par rapport au système dans les autres pays. Nous sommes l'un des pays avec le nombre de jours, en tout cas on peut dire le nombre de jours, le nombre d'heures de coupure d'électricité les plus bas en Afrique et même dans le monde. Aujourd'hui, vous prenez l'Afrique du Sud, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire en matière de coupure d'électricité. Donc nous avons aujourd'hui, avec l'ensemble des efforts faits par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, un système qui est l'un des systèmes les plus viables. Donc voilà un petit peu les informations que je voulais apporter sur ce sujet-là. Concernant la question liée aux inscriptions en ligne, je n'ai pas encore, j'avais dit justement aux députés que je travaillais sur la question. J'ai envoyé des courriers à l'ensemble des membres du gouvernement en rapport avec ces sujets-là, de sorte à pouvoir collecter les informations. Donc les informations sont en cours de collecte. Je suis passé en décembre. En décembre et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc nous allons collecter les informations et pouvoir leur apporter ces informations-là. Ça a été demandé et cela fait partie des choses sur lesquelles nous devons leur revenir. Concernant la préoccupation posée sur la santé, les 433 milliards de francs CFA représentent le montant pour la santé et les actions sociales. Si vous regardez la slide, il est même marqué santé et actions sociales, 7,5%. Santé uniquement, 6,1% du budget à 348,6 milliards. C'est ça la différence. Santé et actions sociales, 433 milliards, dont 348 milliards, 6 uniquement pour la santé. Je vous remercie. Ah oui, j'ai oublié une question, l'IGR, l'impôt général sur le revenu. Il faut dire que c'est une réforme sur laquelle nous travaillons. Et pas uniquement sur l'IGR, sur tous les impôts dans leur ensemble. Je vous ai indiqué que déjà en matière de nombre d'impôts et en matière même de nombre de paiements, nous sommes passés d'une soixantaine à environ 24. Nous souhaitons aujourd'hui simplifier les choses. Nous souhaitons voir dans quelle mesure il est possible de pouvoir réduire le nombre d'impôts, simplifier l'impôt et le rendre simple pour les contribuables. Donc aujourd'hui, sous l'impulsion de la Direction générale des impôts, des travaux sont en cours pour réfléchir à la question de l'impôt. Et l'IGR en fait partie. Donc la décision n'a pas encore été complètement prise. Nous travaillons sur le dossier. Nous allons reformer l'impôt et avoir un impôt qui soit le plus simple. Plutôt que d'avoir un ITS, un IGR et ainsi de suite, nous souhaitons avoir éventuellement un seul impôt ou des impôts simples qui pourront être appliqués plutôt que d'avoir énormément d'impôts qui rendent le calcul difficile et souvent qui n'apportent pas les revenus nécessairement attendus. Après cette deuxième série d'intervenants au niveau des journalistes, nous allons introduire la nouvelle catégorie qui entre au rendez-vous du gouvernement, notamment les panélistes. Madame le directeur général du CICG vous les a présentés tout à l'heure. Nous allons également prendre 3 personnes là-bas et ce sera M. Oupo Emmanuel qui va parler en premier. Même principe,
votre identité, votre secteur d'activité, puisqu'on connaît déjà votre identité, et puis la question de façon succincte. Après M. Oupo, ce sera au tour de M. Peters et puis M. Diallo Boukla Abou. Okay. Les femmes n'ont pas osé pour cette fois-ci. On pense que pour les prochaines éditions, elles vont s'inscrire. Okay. Merci. Je me nomme Oupo Emmanuel. Je suis doctorant à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Ma question elle est simple. Je veux être seulement rassuré. Je voudrais savoir si le recours au financement extérieur ne va pas créer un effet boule de neige de la dette publique. Monsieur Peters, il est juste devant. Ah, ok. Monsieur le ministre, je suis monsieur Peters, comptable dans le secteur agro-industriel. Au fait, j'ai deux questions. Ma première question, c'était au niveau du coût de l'électricité. C'est vrai que le coût de l'électricité n'a pas augmenté, il est resté le même. Mais est-ce qu'il y a un plan qui est mis en œuvre pour les revenus, les loyers à revenus faibles, ou encore pour les industries? Parce que souvent, le coût de l'électricité est un facteur un peu freinant dans la compétitivité au niveau des industries. Maintenant, ma deuxième question, c'était au niveau du volet éducation, formation. Il y a de nombreux cas de jeunes diplômés qui voudraient continuer les études, mais qui, faute de moyens, n'arrivent pas, ne savent surtout pas déjà à quelle structure s'adresser pour pouvoir réaliser ce projet-là. Voici là mes deux questions. Merci. Nom, prénom et secteur d'activité. Je suis M. Diallo, auditeur financier. Monsieur le ministre, un taux de pression fiscale trop faible serait un manque à gagner pour l'économie. Donc un coût d'opportunité qu'on devra supporter. Et à contrario, s'il est trop élevé, il freinera en fait la dynamique donc de création d'emplois et tout ça. Donc j'aimerais savoir quel est le taux de pression fiscale prévu pour l'exercice 2016 et est-ce que vous pensez avoir obtenu l'optimum fiscal? Je vous remercie. Merci à nos trois panélistes. Les journalistes, nous reviendront à vous comme ils sont arrivés. Il faut qu'on les prenne. Monsieur le ministre, puis allez. C'est pour ces questions. Concernant la dette publique, je peux vous rassurer, ça fait partie des indicateurs que nous suivons. Et nous suivons vraiment de façon très minutieuse. L'un des ratios que nous regardons le plus, c'est le ratio dette sur PIB, pour pouvoir comparer à chaque fois par rapport à la taille de notre économie le poids de notre endettement. Et il faut noter qu'il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Permettez-moi de vous donner deux exemples. Depuis l'année 2015, avec le Fonds monétaire international, il y a deux catégories de classement, on va dire, des pays. Les pays avec une gestion modérée de leur endettement et les pays avec une bonne maîtrise de gestion de leur endettement. Nous étions jusqu'en 2015 dans le premier groupe. Et depuis 2015, nous sommes passés dans le second. Donc cela déjà montre qu'il y a des efforts importants qui ont été faits par l'État. Et cela démontre même que l'extérieur fait confiance à la Côte d'Ivoire en matière de gestion de son endettement. Deuxième chose, c'est les notations souveraines. Depuis l'année 2014, nous avons décidé d'être notés par deux agences. Et ces agences viennent chaque année faire des revues pour apprécier l'évolution de l'économie, l'évolution des indicateurs et ce qui a été fait. Les deux agences, unanimement, Moody's et Fitch, ont revu à la hausse la notation de la Côte d'Ivoire il y a quelques mois. C'était encore pendant le mois de novembre. Tout cela montre que nous avons un pays qui a une bonne gestion et une bonne maîtrise de la dette. Nous regardons l'ensemble des indicateurs. Nous avons un chef de l'État qui est très technique, qui regarde l'ensemble des chiffres, et bien entendu un Premier ministre aussi qui suit l'ensemble de ces éléments-là. Et le Trésor a fait un excellent travail au cours des dernières années pour que les mobilisations se fassent, mais se fassent à un coût moindre. Et vous pouvez voir nos taux et les taux auxquels nous empruntions par le passé comparés à ceux auxquels nous empruntons aujourd'hui ont beaucoup baissé à cause de cela. Et les efforts vont être poursuivis, le ministre de l'économie est là, nous ne faisons aucun doute sur la gestion de la dette à ce niveau-là.
Concernant le coût de l'électricité, comme je l'ai indiqué, il nous fallait avoir un système qui soit le plus fiable possible. À chaque fois qu'un investisseur vient en Côte d'Ivoire, l'une des premières questions qu'il pose, c'est les questions d'accès à l'électricité. Vous ne pouvez pas avoir une industrie forte si vous n'avez pas une fourniture d'électricité qui soit de qualité. Et quand vous regardez en Côte d'Ivoire, le coût des facteurs, en tout cas au niveau électrique, est l'un des plus bas. Je n'ai plus on pourra vous les fournir. Il y a un petit tableau qui avait été fait et qui est sûrement disponible, qui comparait les prix en Côte d'Ivoire par rapport aux prix dans les autres pays. Nous avons l'un des prix les plus bas et nous avons l'une des qualités les plus fiables. Vous allez dans d'autres pays, vous avez des coupures tout le temps. Donc vous êtes obligé d'avoir des coupes électrogènes et tout ça. En Côte d'Ivoire, vous n'avez pas ce problème-là. Et je peux vous dire que cela même rassure les investisseurs à venir investir en Côte d'Ivoire plutôt que d'aller dans d'autres pays parce que cette question-là est une question qui est essentielle. Et nous la regardons avec beaucoup d'attention. Toutefois, quand les prix sont bas et qui n'ont pas été augmentés depuis des années et que cela pose même des questions de soutenabilité, parce que nous souhaitons passer de 2000 à 4000 mégawatts, cela veut dire que pour que les personnes viennent faire des investissements, parce que c'est des investissements privés en général, ces personnes doivent être sûres que ces investissements sont viables. Donc, tout est une question de stratégie. Et la stratégie, c'est de faire en sorte qu'en volume, nous ayons les capacités nécessaires pour pouvoir développer notre industrie et nous ayons un environnement qui soit le plus attractif possible pour susciter l'investissement, pour pouvoir amener à cette capacité-là. Et le travail est fait et nous n'oublions pas les couches sociales. Le niveau n'a pas été touché à ce niveau-là et nous souhaitons pouvoir garder un œil bien précis sur l'évolution de ces facteurs-là. L'éducation. C'est comme par hasard, juste avant de venir ici, nous étions en aparté avec les ministres et avec le ministre de l'enseignement supérieur, nous avons évoqué cette question-là. La question d'éducation, les questions de bourse, d'études et tous ces éléments. Aujourd'hui, vous savez, nous dépensons dans le budget de l'État environ 17,7 milliards de francs CFA pour des bourses d'études, que ce soit en Côte d'Ivoire comme à l'étranger. Donc il y a déjà des ressources qui sont mises à disposition pour justement permettre aux étudiants les plus méritants, bien entendu, de poursuivre leurs études, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. Et cela fait partie de la vision du chef de l'État, de pouvoir donner la chance à tout le monde, sans distinction dès l'instant où les critères de performance et de mérite sont respectés. Et nous en parlions et nous avons convenu tous les deux que cela faisait partie des aspects sur lesquels il fallait que nous mettions un peu plus d'accent pour voir et nous assurer que tout le monde puisse effectivement en bénéficier et permettre aux populations les plus démunies et les plus compétentes de pouvoir faire les études, de pouvoir rêver. Parce qu'aujourd'hui, il est question de rêve et de pouvoir donner la chance à tout le monde. Donc, nous allons y travailler et nous avons convenu de travailler sur cette question-là. Concernant la pression fiscale, entièrement d'accord. Aujourd'hui, nous avons un taux de pression fiscale qui est en dessous de 17%. 17%, c'est la norme communautaire au niveau de l'UEMOA. Bien entendu, il faut, comme on dit, trop d'impôts tue l'impôt. Donc, nous ne souhaitons pas qu'il y ait trop d'impôts, mais nous souhaitons que tout le monde paie le juste impôt. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait une partie des entreprises qui payent l'impôt et l'autre partie qui ne paye pas. Parce que cela crée même une inéquité dans le traitement des contribuables. Et le rôle de l'administration fiscale, l'ancien DG des impôts, monsieur le ministre, là, le rôle, c'est de nous assurer qu'il y a une équité dans le traitement des contribuables. Vous ne pouvez pas développer des PME, le ministre des PME, là, on a travaillé sur la question, sans faciliter la fiscalité pour les PME. Mais nous souhaitons que la base soit la plus large possible, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne payent pas l'impôt. C'est pour ça que nous avons ouvert la brèche en disant, si vous n'étiez pas déclaré avant et que vous venez vous déclarer au plus tard le 30 avril, on ferme les yeux et on vous accepte progressivement de sorte à ce que tout le monde puisse payer l'impôt. Donc voilà, la stratégie aujourd'hui, ce n'est pas d'augmenter les taux, c'est d'augmenter l'assiette. De sorte à ce que ce ne soient pas les mêmes qui payent toujours, mais que ce soit les autres qui ne payaient pas avant qui payent. Donc, mais la stratégie, c'est de passer quand même au-delà des 17% en faisant ce travail-là. Aujourd'hui, nous sommes environ à 16,4%. Merci. Série de questions au niveau des journalistes et ce sera tout. Nous commençons par Fraternité Matin, M. David Ya.
qui sera suivi par le mandat Benjamin Soro et enfin Bloomberg, Monnier, Olivier. Bonjour, Monsieur le ministre. J'ai deux petites questions. La première concerne les impôts. Nous avons constaté que le budget est en hausse et vous disiez tout à l'heure que les ressources intérieures rapporteront 83,9%. Nous avons aussi constaté récemment que la DGI n'a pas pu atteindre ses objectifs. D'abord, votre commentaire, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, vous demandez, est-ce que ce n'est pas un signal à prendre en compte? Est-ce que ce n'est pas un signal à prendre en compte? Alors, la seconde question porte sur la CIE. Les factures d'électricité sont devenues un vecteur important de collecte d'impôts et des taxes diverses, au point même que lorsqu'on fait nos calculs, cela représente parfois autour de 20, voire peut-être 30% de ce que nous payons. Est-ce que cela n'alourdit pas la charge des ménages? Parce que finalement, on nous oblige à payer quelque chose maintenant, parce qu'on est censé payer l'électricité. Mais en alourdissant ainsi, on est obligé de payer à la fois l'électricité et, je vais dire, les impôts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque... Monsieur Ia, vous avez deux questions. Oui, bien sûr, c'est la suite de cette question. Le deuxième volet, là. Allez-y. Si vous me laissez, j'aurais fini. OK. C'est qu'en cas de dépassement de la date limite, il y a une pénalité. Et la pénalité est appliquée aussi bien sur la consommation d'électricité que sur les taxes qui sont collectées à partir de la facture. Tout à l'heure, vous disiez que vous voulez qu'on paye le juste impôt. Est-ce qu'on ne fait pas payer plus qu'il ne faut aux contribuables qui ont obligé de payer des pénalités sur les taxes? Merci. Je suis Benjamin Soro du quotidien Le Mandat. Monsieur le ministre, en 2014, il y a environ 31 600 fonctionnaires qui ont bénéficié dans un premier temps du déblocage des salaires. Et 2 ans après, ces fonctionnaires devraient bénéficier d'une autre augmentation substantielle. Est-ce que ça sera fait en fin janvier 2016? La deuxième préoccupation, c'est concernant les impôts. Chaque régie a un objectif à atteindre. Depuis plus d'une semaine, le patron des impôts est promu au gouvernement. Quelles sont les mesures que vous prenez, monsieur le ministre, pour que tout fonctionne là-bas et à quand la nomination d'un nouveau directeur général? Le dernier, oui. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Olivier Monnier de l'agence Bloomberg. J'ai deux questions, je vais essayer d'être bref. La première question, c'est à propos du cacao. Donc dans le budget est prévu une exonération du DUS pour les produits finis, mais finalement, les produits finis ne concernent qu'une partie assez faible, assez infime des produits transformés en Côte d'Ivoire en cacao. La plupart sont quand même des produits semi-transformés. Donc qu'en est-il pour ces produits-là? Je sais que le gouvernement était en discussion depuis quand même quelques temps avec les transformateurs. Est-ce que vous avez avancé? Est-ce que vous avez des réunions de prévues? Ou est-ce que voilà, vous nous en dire un petit peu plus sur cette question-là? La deuxième question, c'est sur la croissance pour 2016. Vous êtes très optimiste avec une croissance prévue à près de 10%. Tout le monde est d'ailleurs très optimiste sur la Côte d'Ivoire dans un contexte global où l'économie est plutôt en ralentissement. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à un moment ou à un autre, le ralentissement de l'économie mondiale ait un impact sur la Côte d'Ivoire et sur quel secteur en particulier, enfin quel secteur pourrait être touché s'il y a effectivement à un moment ou à un autre un impact du ralentissement de l'économie mondiale? Merci. Merci. Nous avons nos 3 intervenants et c'est la fin, je pense. Merci, monsieur. Je vous remercie pour ces questions. Concernant les objectifs de la Direction générale des impôts, si l'on compare par rapport à l'année 2014, nous sommes en hausse en 2015 par rapport à l'année 2014 de plus de 10%. Par rapport au taux
la prévision prévue en 2015, nous sommes aujourd'hui environ à 98% de taux de réalisation. Honnêtement, quand je regarde l'évolution par rapport à 2014, quand je regarde le taux de... Parce que vous savez, le budget, c'est une prévision. c'est une prévision. Finir à 98%, honnêtement, je la félicite pour le travail qu'ils ont fait. Et lorsque je mets la douane et les impôts ensemble, je suis en hausse, le budget est en hausse, en tout cas au niveau des recettes fiscales, nous sommes en hausse de l'ordre de 15% par rapport à l'année 2014. Et par rapport aux objectifs prévus en 2015, nous sommes à un taux d'exécution, douane et impôts ensemble, de l'ordre entre 102 et environ de 102%. Donc nous avons dépassé les objectifs de recettes, douane et impôts ensemble. Les régies, nous les voyons comme étant un tout. C'est pour ça que dans la présentation des recettes, nous n'avons pas mis DGI d'un côté, DG de l'autre. Nous voyons le tout comme étant un tout. Et je voulais encore féliciter les impôts et la douane et aussi le Trésor pour l'important travail qui a été fait au cours de l'année 2015 pour l'atteinte des objectifs, parce que les objectifs, nous les avons atteints. Concernant la CIE, faut que je regarde ma facture aussi. Hein. Mais il faut que je regarde aussi ma facture d'électricité. Mais permettez-moi, sur cette question-là, de regarder un peu plus dans les détails la question des pénalités et tout ça pour vous revenir, parce que je n'avais pas encore... mais je vais regarder. Je vais regarder avec les ministres concernés et vous apporter les réponses adéquates. On fera un retour via les services de communication sur cette préoccupation. Concernant le déblocage des salaires, là, je peux vous dire que toutes les dispositions sont prises pour que les choses se passent dorénavant selon les textes. Et cela faisait partie des engagements du chef de l'État, de dire nous débloquons les salaires qui n'ont pas été débloqués depuis des années, mais dorénavant, nous respectons en même temps les textes en vigueur. Donc, les textes en vigueur prévoient que chaque 2 ans, il y ait un aménagement qui soit fait au niveau des salaires des fonctionnaires. Et cela est prévu dans le budget 2016. Donc, les fonctionnaires ne doivent pas se faire de soucis. Ce qui s'est passé par le passé ne se répétera pas. Les textes seront appliqués selon la volonté du chef de l'État qui est de faire en sorte que nous respections et nous permettons aux fonctionnaires de travailler dans de bonnes conditions. Les dispositions sont prises au niveau budgétaire pour que ce soit le cas. Concernant la Direction générale des impôts, elle se porte bien. Nous n'avons pas encore nommé le directeur général. Si vous êtes candidat, que vous avez pris des cours de fiscaliste et que vous pouvez nous aider à faire monter le taux de pression fiscale sans augmenter la charge d'impôt, je suis au 11e étage, immeuble Siam, vous pouvez venir me voir. Mais nous n'avons pas encore procédé à la nomination, mais cela se fera. Concernant le cacao, aujourd'hui, vous avez, vous-même vous l'avez dit, vous avez des produits semi-finis, des produits finis. Nous souhaitons, dans le cadre de notre stratégie, de faire en sorte que la transformation ne se limite pas aux produits semi-finis. Nous souhaitons que le maximum d'entreprises puissent aller jusqu'aux produits finis. Parce que cela permettra d'apporter de la valeur ajoutée aux produits que nous exportons. Parce que vous imaginez bien que la valeur du produit semi-fini n'est pas la même que celle du produit fini. Et dans la stratégie de développement de la Côte d'Ivoire, nous souhaitons exporter des produits à forte valeur ajoutée. C'est pour ça que nous avons commencé par cela, en disant nous exonérons totalement tous les produits finis pour inciter le secteur privé à aller jusqu'au bout de la transformation. Donc, et cela fait partie de notre stratégie. Nous souhaitons qu'ils aillent plus loin. Pourquoi s'arrêter aux produits semi-finis et l'envoyer à l'étranger, aller le rendre fini, payer les taxes là-bas? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ici en même temps, créer des emplois et ainsi de suite? Donc cela fait partie d'une stratégie. Pour le moment, nous sommes aux produits finis. Les discussions sont toujours en cours pour voir sur les produits intermédiaires ce qui peut être fait. Mais pour le moment, nous sommes sur les produits finis et nous allons voir ensuite quels sont les aménagements éventuels à apporter. Concernant la morosité éventuelle au niveau des économies mondiales, de l'économie mondiale, nous regardons de très près ce qui se fait et ce qui se passe.
Et bien entendu, nous allons en tenir compte. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez le pétrole. Les prix du pétrole sont bas et n'arrêtent pas de baisser. Vous pouvez comprendre que pour des pays qui sont nets exportateurs de pétrole, ça a un impact important sur leur budget et aussi sur leur croissance, leur économie. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous sommes nets importateurs. Donc, cette morosité qui se passe au niveau mondial sur ce secteur-là, souvent a des effets positifs en ce qui nous concerne. Donc, tout est à relativiser. Nous regardons l'ensemble des indicateurs, nous faisons attention à tout et nous allons bien entendu faire les ajustements nécessaires si besoin pour faire en sorte que nous puissions maintenir nos indicateurs macroéconomiques au vert, conformément à la vision du chef de l'État. Je vous remercie. Les échanges pour les rendez-vous du gouvernement de ce jour. Monsieur le ministre, vous avez un dernier mot sur le thème? Si. En tout cas, je voulais vous remercier. Je voulais encore remercier mesdames et messieurs les ministres pour m'avoir accompagné dans l'échange que nous avons eu aujourd'hui. Remercier madame le ministre de la communication, porte-parole adjointe du gouvernement, d'avoir été à mes côtés. M'a rappelé aussi certaines questions que j'avais oubliées, que j'essayais d'esquiver. Remercier encore le CICG pour l'organisation de cette rencontre d'aujourd'hui. J'aimerais aujourd'hui que vous sortiez de cette salle en retenant certains points essentiels. Le premier point, c'est que le budget de l'État, ce n'est juste que la transposition en chiffres de la politique voulue par le chef de l'État en matière d'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Ce budget, c'est le vôtre. Nous l'avons présenté de sorte à ce que vous puissiez le vulgariser auprès de la population. Son exécution sera faite et disponible en ligne. Tous les trimestres, nous allons communiquer sur l'état de recouvrement des recettes et l'état d'exécution des dépenses. Nous allons communiquer sur l'ensemble des marchés et des passations de marché, de sorte à ce que vous puissiez vous l'approprier. C'est un budget qui fait la part belle à l'investissement, de sorte à pouvoir créer de la croissance et créer des emplois pour les jeunes. C'est un budget qui regorge d'opportunités pour le secteur privé et qui est accompagné d'une annexe fiscale qui est très volontariste pour permettre l'emploi et l'embauche des jeunes. Nous avons présenté certaines des dispositions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Mais ce budget, il est le vôtre. C'est un budget qui est ambitieux, mais il est à la hauteur des ambitions de la Côte d'Ivoire, les ambitions voulues par le chef de l'État. Et c'est un budget qui est cohérent et que nous allons gérer en bon père de famille pour le bien-être de chacune des populations ivoiriennes. Je vous remercie.